Elle travaillait dans les coulisses de la salle de rédaction d'une chaîne de télévision. Jusqu'au jour où, au lieu de communiquer des informations, elle s'est retrouvée bien involontairement à la une de l'actualité. La scène de crime témoigne de l'extrême violence de l'agression. Pour élucider cette affaire dramatique, les enquêteurs auront besoin d'une analyse ADN, d'un profil comportemental et d'une expertise informatique. Quand la police se rend sur le lieu du drame, elle découvre un témoin inhabituel. Le mari de la victime est en effet un inspecteur de la brigade criminelle. Il prétend que sa femme a succombé à un accident. Grâce à une photo, au sang analysé par un médecin légiste et à la flexibilité d'un tendon, le mystère sera éclairci. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de vos Enquêtes impossibles. Dans les années 1930, Edmond Locard, le précurseur de la criminalistique moderne, affirmait que victimes et criminels offrent aux policiers suffisamment d'indices pour être, dans presque tous les cas, identifiés ou démasqués. Compte tenu des techniques restreintes dont disposaient les enquêteurs de l'époque, cette réflexion traduisait un réel optimisme. Elle est aujourd'hui devenue réalité, car les sciences appliquées, mises au service de la justice, tissent un filet d'une redoutable efficacité. Et rares sont les assassins qui passent entre les mailles. En juillet 1994, Hope Dennis Hall et son fils Robert, âgé de 3 ans, habitent dans la banlieue de Richmond, en Virginie, dans cette résidence. Hope, âgée de 22 ans, vient de sortir majeure de sa promotion à l'Université de Virginie. Elle veut devenir journaliste et entrer dans l'univers très fermé des journaux d'information à la télévision. La chance lui sourit le jour où elle décroche un poste à l'antenne de NBC à Richmond. Elle était très enthousiaste et déterminée. Elle était très mûre pour son âge. Hope rêvait de devenir envoyée spéciale et présentatrice. Nous l'avions engagée en qualité de monteuse. En gros, elle était chargée de collecter et d'assembler des extraits vidéo pour nos émissions. Hope a mûri grâce aux épreuves qu'elle a dû surmonter. À l'âge de 9 ans, les médecins diagnostiquent un grave cancer du rein. Après 5 ans de traitement, Hope parvient à vaincre la maladie. À 19 ans, elle tombe enceinte alors qu'elle vient d'entrer à l'université. Hope et le père de l'enfant sont tous deux conscients que le mariage n'est pas la bonne solution et optent pour une garde partagée. Nous n'étions pas prêts. Nous avions besoin de grandir avant de pouvoir remplir les obligations qu'impliquait le mariage. Dans le fond, c'était ça le problème. Tous s'accordent à dire que Hope était à la fois une mère dévouée et une femme ambitieuse et déterminée. C'est pourquoi son absence injustifiée dans le courant de l'après-midi du 11 juillet 1994 provoque immédiatement l'inquiétude de ses collègues dans la salle de rédaction. Ils appellent plusieurs fois à son domicile, mais personne ne répond. Une de nos équipes était dans le quartier. Nous l'avons donc envoyée vérifier ce qui se passait. Et en arrivant, nos hommes ont vu que la police avait bloqué l'accès à la résidence. Ça sentait la mort, si vous voyez ce que je veux dire. Il y avait du sang sur la porte d'entrée. Hope a été retrouvée morte, poignardée, gisant sur le sol de sa chambre. C'était l'une des pires scènes de crime que je n'ai jamais vues. Il y avait du sang partout. La porte d'entrée de l'appartement de Hope est verrouillée et ne porte aucune trace d'effraction. Aucun objet de valeur n'a été dérobé. Une empreinte de main souillée de sang est retrouvée près de la porte, mais elle n'est pas assez nette pour être analysée. Les armes du crime sont des couteaux de cuisine provenant de l'appartement de Hope. Les enquêteurs trouvent 2 couteaux tordus sur le bar de la cuisine, un 3e posé sur le lit et un 4e sur le rebord du lavabo de la salle de bain, près du robinet qui n'a pas été fermé. Dans la cuisine, la police découvre des bris de verre tachés de sang. Des gouttelettes de sang séchées mènent de la cuisine à la chambre. Le téléphone est par terre, dans la chambre. Il a été arraché du mur. Hope ne méritait pas ça. Personne ne le mérite. Alors que les policiers passent les lieux au peigne fin, ils s'aperçoivent qu'un élément capital a manifestement disparu de l'appartement de Hope, son fils. Qui a tué Hope Dennis Hall
la jeune monteuse de la télévision. Personne ne lui connaissait d'ennemi, et le vol n'est apparemment pas le motif de l'agression. Seconde énigme, le fils de 3 ans de la jeune femme a disparu. Dans un premier temps, cette information rassure les policiers, car le petit garçon n'a pas assisté au meurtre de sa mère et a lui-même échappé au carnage. A-t-il été kidnappé? Les policiers contactent aussitôt le principal suspect, Robert Kinney, le père de l'enfant. Je me souviens, j'étais chez ma mère. Je venais de rentrer quand elle m'a dit qu'un inspecteur avait appelé. Kinney informe la police que leur fils, Robert Jr., est avec lui en Virginie du Nord, à 2 heures de route de chez Hope. L'enfant passe l'été avec son père. La police souhaite interroger Kinney et lui demande de se déplacer. Mon père m'a conduit jusque là-bas. Je ne ressentais rien. J'étais comme un zombie. Les enquêteurs pensent que Hope connaissait son agresseur car la porte d'entrée était verrouillée. Cette personne possédait nécessairement une clé. C'était une porte à peine dormant qui ne pouvait être verrouillée que de l'extérieur. Nous devons retrouver le coupable. Quand quelqu'un s'acharne à poignarder une personne, lui tranche la gorge 3 fois et la laisse pourrir sur le sol, il recommencera à coup sûr. Ce meurtre ressemble étrangement aux homicides de l'étrangleur du sud de Richmond, qui a violé et assassiné 5 femmes sous leur propre toit. Cette affaire a déclenché un vent de panique au sein de la population. Les gens barricadaient leurs fenêtres et modifiaient complètement leur mode de vie. Timothy Spencer, l'étrangleur du sud de Richmond, a été exécuté peu de temps avant le meurtre de Hope Hall. Son affaire a marqué l'histoire judiciaire des États-Unis, car il a été le premier condamné à mort inculpé grâce aux analyses ADN. Le procès de Timothy Spencer a sensibilisé les autorités judiciaires sur l'importance des preuves ADN. À la suite de l'affaire Spencer, les législateurs de Virginie ont créé la première banque de données ADN du pays. Elle centralise les profils ADN de tous les criminels incarcérés en Virginie sur support informatique. Beaucoup de criminels ont tendance à récidiver une fois sortis de prison. De retour sur les lieux du crime, les médecins légistes découvrent sur les débris du verre cassé dans la cuisine des traces de sang étranger, certainement laissées par le tueur. Le tueur a également laissé des traces de sang sur le couteau abandonné sur le rebord du lavabo. L'examen médico-légal révèle plusieurs signes d'agression sexuelle. Après avoir relevé les indices sur les lieux du crime, les médecins légistes procèdent à des analyses du DQ-alpha et des polymarqueurs de l'ADN. L'analyse polymarqueur portait sur 5 segments différents de l'ADN. Le DQ-alpha correspondait au 6e. L'observation de ces 6 segments nous permettait de différencier les individus. L'ADN du tueur de Hope Hall ne correspond à aucun de ceux entrés dans la banque de données des experts scientifiques. Les enquêteurs décident alors d'explorer une autre piste. La plupart du temps, la victime et le tueur se connaissent d'une façon ou d'une autre. Il peut tout aussi bien s'agir de personnes très proches que de vagues connaissances. Les enquêteurs s'entretiennent avec le père de l'enfant, Robert Kinney. Il a un alibi. Il était chez lui à plus de 2 heures de route de chez Hope au moment du crime. Kinney souhaite néanmoins fournir un échantillon de son sang en vue d'une analyse ADN. J'étais prêt à tout pour aider les enquêteurs pour qu'ils me raient de la liste des suspects, pour qu'ils puissent ensuite se concentrer sur le véritable coupable. Donc ça ne m'a pas dérangé. Son ADN ne correspond pas à celui prélevé sur les lieux du crime. Kinney est donc innocenté. Un réel soulagement. Être convaincu d'un fait et en avoir la preuve scientifique sont 2 choses différentes. Je sentais au fond de moi que ce n'était pas lui. La comparaison d'échantillons d'ADN pour identifier un criminel ou une victime date de 1984. On la doit à Alec Jeffrey, un généticien britannique. Il a mis au point une technique de représentation visuelle des séquences de l'ADN. Ressemblant à des codes barres,
Elle figure sous la forme de 2 colonnes de barres parallèles de différentes épaisseurs qui correspondent aux chromosomes hérités du père et de la mère. C'est la signature, l'empreinte génétique de celui qui a fourni l'ADN. Elle est unique et ne subit aucune modification au cours de l'existence. Depuis la découverte de Jeffrey, la technique n'a pas cessé de s'affiner. Elle constitue aujourd'hui une preuve médico-légale d'une redoutable efficacité. Les policiers ayant disculpé Robert Kinney, le père de l'enfant, ils se penchent maintenant sur le passé et le mode de vie de la victime. Elle était extrêmement prudente et méfiante. Je l'imaginais mal aller dans un endroit où elle risquait de se faire tuer. Nous n'avons trouvé aucun élément pouvant indiquer qu'elle était sortie et qu'elle avait peut-être rencontré un homme dans un bar qu'elle aurait ensuite ramené chez elle. Mais bientôt, les enquêteurs découvrent 2 témoins potentiels. 2 voisins affirment avoir vu un homme torse nu sortir en courant de la résidence de Hope la nuit du meurtre. D'après eux, il avait des tatouages sur le bras et le torse qui ressemblaient à des symboles grecs. Il s'agissait d'une sorte de fer à cheval barré d'un éclair, l'emblème d'Omega Sci-Fi. Omega Sci-Fi est une confrérie d'étudiants de l'université locale. Les amis et collègues de Hope déclarent que le signalement de l'inconnu pourrait correspondre à la description d'un homme avec qui Hope était récemment sortie. Selon eux, Hope aurait affirmé qu'il s'était montré violent lorsqu'elle avait voulu mettre un terme à leur relation. L'ancien petit ami en question s'appelle Leroy Quick. La police découvre qu'il porte des tatouages d'Omega Sci-Fi sur le bras et le torse. Les 2 témoins identifient Quick parmi un groupe d'anonymes comme étant celui qu'ils ont vu sortir de la résidence de Hope en courant. Les enquêteurs sont persuadés d'avoir mis la main sur le coupable. Police made a break in this case just before sunrise. Around 6 a.m., they arrested 29-year-old Leroy D. Quick III. Nous avons tous été surpris parce qu'elle ne nous avait jamais parlé de lui. Les collègues de travail de Hope informent la police que la jeune femme et Quick s'étaient rencontrés l'été précédent. Quick nie être en possession des clés de l'appartement de Hope. Il nie s'être rendu chez elle la nuit des faits et nie également toute implication dans le meurtre. L'affaire était pleine de rebondissements. Nous pensions voir le bout, nous pensions être sur le point de découvrir ce qui s'était passé, mais finalement, ce n'était pas le cas. Les enquêteurs sont stupéfaits d'apprendre que l'ADN de Leroy Quick ne correspond pas aux empreintes génétiques recueillies dans l'appartement de Hope. C'était assez surprenant car des témoins l'avaient identifié et affirmaient qu'il était sorti de l'appartement en courant, torse nu, puis avait sauté dans une voiture avant de partir en trombe. Heureusement qu'il y avait les tests ADN. Sans ça, ils auraient tout mis sur le dos de Leroy Quick. Les enquêteurs interrogent à nouveau des centaines de voisins, amis et membres de la famille de Hope au cas où un détail leur aurait échappé. Rien. Rien du tout. Et vous pouvez me croire, nous avons interrogé énormément de personnes. Je pense pouvoir affirmer sans trop me tromper que nous avons interrogé presque tous les habitants de la résidence Halcombe Manor. Une année entière s'est écoulée et le meurtrier de Hope Hall n'a toujours pas été identifié. Les parents de la jeune fille refusent de baisser les bras. Ils restent en contact avec la police et écrivent à des dizaines de législateurs pour solliciter leur aide et retrouver le meurtrier de leur fille. 2 raisons le motivaient. Il avait non seulement tué Hope, mais il continuait de constituer une menace publique. C'était très frustrant pour tout le monde. Sa mère était bouleversée et elle était vraiment angoissée à l'idée de ne pas savoir ce qui était arrivé à sa fille. Après avoir innocenté les 2 principaux suspects, les médecins légistes procèdent à une seconde analyse plus détaillée de l'ADN du tueur grâce à la technique dite de polymorphisme de longueur des fragments de restriction, également appelée RFLP.
À cette époque, l'analyse RFLP est le test ADN le plus performant. Elle permet de mesurer divers segments d'ADN du tueur afin d'identifier les longueurs caractérisant chaque individu. Cela permet de différencier mon ADN du vôtre avec plus de précision. Le profil génétique du meurtrier de Hope, plus récent et plus précis, est à nouveau entré dans la banque de données ADN de Virginie. L'ordinateur compare ce profil à celui des 8000 criminels incarcérés en Virginie. J'avais consacré beaucoup de temps à examiner ce cas. C'était donc un peu devenu mon affaire. De tous les dossiers que j'avais étudiés, c'était celui-là qui me tenait le plus à cœur. 2 années auparavant, la recherche des profils ADN n'a pas abouti, mais cette fois, elle porte ses fruits. Les échantillons de sang et de sperme prélevés dans l'appartement de Hope Hall correspondent à ceux de Shermaine Johnson. L'ADN de Shermaine Johnson a été répertorié dans la banque de données à la suite de 2 condamnations pour viol. Ces crimes avaient été commis dans des circonstances étrangement similaires à celles de l'affaire de Hope Hall. Au moment des faits, Johnson a à peine 16 ans et vit dans la même résidence que Hope. Ça a été une révélation. Avant, je pensais que les criminels étaient des hommes avec des cicatrices et un air louche. Mais ce type-là n'avait pas du tout l'air d'un criminel. Pour la première fois, la banque de données permet d'élucider une affaire criminelle. Shermaine Johnson avait un visage tellement innocent. Qui aurait cru que quelqu'un en apparence si inoffensif et si jeune pouvait commettre un tel crime, et pourtant si. Lorsque la police l'interroge, Johnson clame son innocence. Il admet avoir frappé à la porte de Hope pour lui demander un verre d'eau. Mais un autre homme aurait alors ouvert la porte d'entrée avec une clé, sorti un couteau et sommé Johnson de partir. Cette histoire aurait pu concorder avec le témoignage des voisins qui affirmaient avoir vu un autre homme que Shermaine Johnson sortir en courant de l'appartement de Hope plus tard dans la nuit. Se pourrait-il que Shermaine Johnson soit innocent? Les enquêteurs demandent à Mark Safarik, profileur du FBI, de comparer le comportement criminel de Johnson à celui du meurtrier de Hope Hall. Son comportement criminel est-il élaboré? Non. Comme c'est souvent le cas chez les jeunes délinquants. Mais mon travail ne consistait pas à étudier Shermaine, ni même le meurtrier. On m'a simplement demandé d'observer des comportements. Idéalement, un profileur devrait posséder des connaissances pluridisciplinaires. En psychologie, en sciences du comportement, en sociologie, en criminalistique et en médecine légale. En Europe, les profileurs sont des psychologues ou des psychiatres qui se sont spécialisés dans les affaires pénales. Aux États-Unis, les profilers sont des officiers enquêteurs, généralement issus du FBI. Dans les situations de prise d'otage, par exemple, le rôle du profileur consiste à évaluer les risques encourus et à établir une stratégie de communication. Il fournit au négociateur un profil psychologique du ravisseur, mesure son degré d'adaptation et de dangerosité et conseille le chef des opérations dans ses choix stratégiques. Dans notre affaire, Mark Safarik, profiler du FBI, doit rapidement cerner la personnalité du tueur présumé pour comprendre ses motivations et la nature de ses déviances. Safarik se rend à l'appartement de Hope afin de mieux comprendre la scène du crime. Il étudie également des photos et des rapports concernant les autres viols dont Johnson a été accusé. Ces 5 crimes présentent plusieurs similitudes comportementales. Toutes les victimes étaient jeunes et vivaient près du domicile de Shermaine Johnson. C'est la même dynamique qui régit tous ces crimes. Contrairement à beaucoup d'agresseurs sexuels qui abordent, enlèvent et violent leurs victimes au même endroit, ce jeune homme cherche d'abord à enlever ses victimes, puis à les emmener dans un lieu différent pour ensuite les violer. À chaque fois, Johnson s'est introduit chez ses victimes sous un faux prétexte, puis, une fois à l'intérieur, les a menacées avec l'un de leurs propres couteaux de cuisine.
Même lorsqu'il a le choix entre différents couteaux, dont de gros modèles plus intimidants et dotés de plus longues lames, il opte pour un petit couteau qu'il manie plus facilement. Le bureau du procureur a désormais la certitude que Johnson a frappé à la porte de Hope Hall le soir des faits et lui a demandé un verre d'eau. Une fois à l'intérieur, il passe à l'attaque. Le verre tombe au sol et Johnson s'empare d'un couteau. La traînée de sang indique que l'agression a commencé dans la cuisine avant de se poursuivre dans la chambre. Johnson tord plusieurs lames de couteau et retourne à chaque fois à la cuisine pour chercher une nouvelle arme. À un moment donné, il ramasse les débris du verre cassé et se coupe au doigt, laissant ainsi derrière lui un échantillon d'ADN. Les preuves indiquent qu'après avoir tué Hope Hall, Johnson s'est lavé les mains dans la salle de bain, mais n'a pas réussi à faire disparaître toutes les traces de son sang. Il a essayé d'effacer les preuves et il était peut-être blessé. Il aurait donc laissé le robinet couler. Peut-être voulait-il simplement nettoyer le couteau, mais ça n'a pas suffi. Mais une question reste sans réponse. En supposant que les témoins ont correctement identifié Leroy Quick, pourquoi ce dernier est-il sorti en courant de l'appartement de Hope cette nuit-là? Le procureur pense que Quick n'a rien à voir avec le meurtre. Mais il se peut que Quick se soit rendu chez la victime cette nuit-là. Il se serait servi d'une clé pour entrer et aurait alors découvert le corps de Hope. Craignant d'être accusé du meurtre, il se serait enfui en verrouillant la porte derrière lui. Cependant, Quick nie cette version des faits. Sherman Johnson fut quant à lui jugé pour le meurtre de Hope Hall et condamné cette fois à la peine capitale. Pour moi, cet homme est un animal. Je tiens fermement à assister à son exécution. S'il n'y avait personne pour administrer l'injection létale, je n'hésiterais pas à le faire moi-même. Les enquêteurs affirment que c'est grâce aux preuves ADN, à l'informatique et à l'initiative qui a permis de centraliser les profils ADN de tous les détenus de l'État que Sherman Johnson a finalement pu être traduit en justice. Nous avons interrogé tous les habitants de la résidence et à aucun moment le nom de Sherman Johnson n'a été cité. Sans la banque de données ADN, sans cette preuve médico-légale, je pense que nous n'aurions jamais élucidé cette affaire. Nous faisons pression pour créer une banque de données ADN transnationale. Les criminels ne restent pas statiques. Ils se déplacent de ville en ville, d'État en État et de pays en pays. Nous voulons faire comprendre à ces gens que où qu'ils aillent, leur crime ne restera pas impuni parce que la justice et les techniques ADN les attendent au tournant. Au moment des faits, Sherman Johnson était mineur et vivait à New York avec sa grand-mère. En juillet 1994, il était venu passer quelques jours de vacances chez des proches en Virginie. Dans les 2 ans qui suivirent l'agression de Hope Hall, il viola 2 autres femmes. Arrêté, il fut condamné à une peine de 100 ans de prison, assortie de la peine de mort. En 1998, l'article 37A de la Convention internationale des droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU, interdisait la peine de mort pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de 18 ans. Johnson bénéficia de cette disposition et sa peine fut commuée en détention à perpétuité. En 2005, la Cour suprême des États-Unis supprima à son tour la peine capitale pour les mineurs, estimant qu'elle violait le 8e amendement qui interdit les châtiments cruels et inhabituels. Aurions-nous la naïveté de croire que les tueurs appartiennent à une catégorie d'individus qu'il serait possible de répertorier? Il existerait ainsi d'un côté des profils de délinquants et de l'autre des personnes au-dessus de tout soupçon. La réalité est malheureusement bien différente. Et ceux auxquels nous pourrions logiquement accorder notre confiance se transforment parfois en prédateurs sans foi ni loi. Bill
Pilar Sogneuse Nicolao a grandi dans plusieurs pays. Elle est née à Valence, en Espagne, a fait ses études à Paris, puis s'est installée à Boston, aux États-Unis, où elle a trouvé un emploi de nourrice. C'était une femme très cultivée. Elle parlait 3 langues couramment, le valencien, langue de notre ville natale, l'espagnol et le français. Elle aimait vraiment tout ce qui avait un rapport avec la culture espagnole ou française, mais elle n'avait eu aucun mal à adopter le mode de vie américain. Peu de temps après s'être installée aux États-Unis, elle rencontre Ted MacArthur, un officier de police de Boston. Il était gentil avec elle et elle était tombée amoureuse. Vous savez, ce genre de choses, ça ne s'explique pas. Oui, ils étaient très attirés l'un par l'autre. Le couple se marie, a 2 enfants et déménage à Miami, où Ted décroche un poste dans la police locale et monte rapidement les échelons pour devenir inspecteur dans la brigade criminelle. D'après ma sœur, son travail d'enquêteur marchait très fort. Il avait élucidé d'importantes affaires, tout se passait très bien, et il s'était fait un nom au sein de la police de Miami. Pilar trouve un poste de gardienne dans la prison du comté. Les prisonniers peuvent parfois se montrer très grossiers et très violents, mais elle était si adorable qu'ils la respectaient. Le 1er août 1989, les 2 enfants MacArthur sont en visite à Boston, dans la famille de Ted. À 8h33, Ted appelle la police désespérément. Quelques minutes plus tard, une ambulance arrive. Ted effectue les gestes de premier secours sur Pilar, mais en vain. 8 minutes après leur arrivée, les secouristes prononcent le décès de Pilar, morte des suites d'une blessure par balle à la tête. Don Slovonik est chargé de l'enquête. Il reconnaît Ted MacArthur, un collègue de la brigade criminelle. Je ne le connaissais pas vraiment, juste de nom. J'avais dû le voir à l'école de criminologie 1 an auparavant. J'avais entendu dire que c'était un bon enquêteur. Ted raconte à ses collègues que sa femme a mis l'arme contre sa tempe pour s'amuser et elle a appuyé sur la détente sans s'apercevoir que l'arme était chargée. Mais Pilar savait se servir d'une arme à feu. Sa famille se méfie donc immédiatement. Je ne pense pas qu'elle aurait pu faire une chose aussi stupide. Elle était plus intelligente et maligne que ça. Non, c'est tout à fait impossible. On ne joue pas avec une arme. Surtout quand on appartient aux forces de l'ordre. C'est ce qui nous a mis la puce à l'oreille. La libre circulation des armes à feu est un débat récurrent aux États-Unis. Et la question divise largement l'opinion publique. Si les démocrates sont majoritairement favorables à sa suppression, les républicains estiment que la possession d'une arme est un droit constitutionnel. En dépit de ce qu'on pourrait penser, les statistiques indiquent que le taux d'accidents dus à des armes à feu aux États-Unis est en diminution constante depuis des dizaines d'années. Il a décru de 65% depuis 1930, alors que la population américaine a plus que doublé et que le nombre d'armes disponibles a quadruplé. Il y aurait aujourd'hui 1500 accidents mortels causés chaque année par arme à feu. Par contre, il a été établi qu'en 2005, 17 000 personnes sont tombées sous les balles des tueurs. Mais la question qui nous préoccupe dans cette affaire est la suivante. Pilar MacArthur s'est-elle tuée accidentellement en jouant avec un pistolet ou a-t-elle été exécutée? À l'âge de 35 ans, Pilar MacArthur, gardienne de prison, est morte d'une balle dans la tête. Son mari, Ted MacArthur, inspecteur de la brigade criminelle, est emmené pour interrogatoire. Ted déclare que Pilar dormait et que pour rire, il a utilisé un pistolet à eau pour la réveiller.
Il est ensuite allé dans la salle de bain pour remplir le pistolet et quand il est revenu, il a vu Pilar qui appuyait son arme de service contre sa tempe pour plaisanter. And she said, "Don't worry, it's not loaded." And then it went off. Ted affirme avoir immédiatement appelé la police. Il a ensuite placé Pilar sur le sol et commencé les premiers secours. Sur place, la police retrouve le pistolet à eau mentionné par Ted. La blessure se trouve sur le côté gauche de la tête de Pilar, ce qui confirme la version de Ted. Il n'y a qu'une douille vide dans le barillet de l'arme et 5 balles sont posées sur la table de chevet. Il est donc possible que Pilar ait cru avoir vidé le barillet alors qu'il restait encore une balle. Les enquêteurs font des analyses sur les mains de Ted pour chercher les traces de poudre qui prouveraient que c'est lui qui a tiré. Les résultats sont négatifs. Mais Slovonik a trop d'expérience pour se baser sur la simple parole d'un collègue. En interrogeant les amis, les proches et les collègues du couple, Slovonik découvre que leur mariage battait de l'aile. Il y a bien quelques personnes qui nous ont dit des choses positives sur lui, mais la plupart des gens que j'ai interrogés n'avaient pas une très bonne opinion de lui. Il n'était pas très apprécié. Pilar confie à des amis que son mari dépense leur argent plus vite qu'il ne le gagne. Elle m'a dit qu'il lui arrivait de retirer 200 ou 300 $ d'un coup, et elle ne savait pas à quoi lui servait cet argent. Plusieurs mois avant sa mort, il lui est arrivé de faire un chèque pour payer ses courses, sans savoir qu'il avait déjà utilisé tout l'argent et qu'elle faisait un chèque en bois. C'est en ouvrant le portefeuille de son mari que Pilar découvre la cause de toutes ces dépenses. C'était la photo d'une femme assise sur un lit, en petite tenue. Je lui ai demandé ce qu'elle avait fait. Elle a répondu qu'elle lui en avait parlé. Il a répondu que c'était lié à une affaire sur laquelle il travaillait. Mais Pilar travaille dans le milieu et elle sait pertinemment que le numéro inscrit au dos de la photo ne correspond pas au code d'une affaire. C'est là qu'elle a décidé de mener sa propre enquête, elle toute seule, plutôt que d'engager quelqu'un. Elle a commencé à le suivre et à interroger des gens. Et un jour, alors qu'elle était dans un bar, elle l'a vu avec la fille de la photo. Pendant l'interrogatoire, je lui ai demandé s'il avait une liaison. Il a commencé par nier, et puis il a avoué. Il voyait bien une autre femme, mais il ne voulait pas donner son nom. Alors je lui ai dit, « Vous ne comprenez pas, vous n'avez pas le choix. Comment s'appelle-t-elle? Dites-le-moi tout de suite. » Ted finit par révéler l'identité de sa maîtresse. Il s'agit de la journaliste de la rubrique criminelle du Miami Herald. Pour sauver leur mariage, Ted promet de mettre fin à sa liaison. De son côté, Pilar fait tout ce qu'elle peut pour que leur relation reparte. Elle faisait beaucoup d'efforts pour récupérer son mari et faire renaître la flamme entre eux. C'était comme dans toute relation. On fait plus attention à soi, on perd du poids, on se maquille, on change sa façon de s'habiller et on porte des dessous plus affriolants. Ce genre de choses. Ted promet à Pilar de lui acheter une voiture de luxe d'une valeur de 30 000 $ et de verser un acompte pour une nouvelle maison. Quelques jours avant la mort de Pilar, Ted organise une soirée romantique pour sa femme. Il allume des bougies, lui fait couler un bain et apporte la télévision jusque dans la salle de bain pour qu'elle puisse regarder ses programmes préférés en se détendant. Il a placé la télé sur le bord et l'a branchée. Puis, il a prétendu avoir oublié quelque chose. En sortant de la salle de bain, il se cogne accidentellement contre le téléviseur qui tombe dans l'eau. Craignant d'être électrocuté, Pilar pousse le téléviseur hors de l'eau. Il a dit que ce n'était qu'un accident et qu'il était vraiment désolé. J'ai demandé à Pilar, « Et tu le crois ?» Et elle m'a répondu oui. Je n'ai pas insisté. Ce soi-disant accident, seulement 5 jours avant la mort suspecte de Pilar, est une étrange coïncidence. Aux États-Unis, comme partout ailleurs,
Il n'est pas rare que des policiers commettent crimes et délits. Dans ce genre d'affaires, la palme semble néanmoins revenir à la police sud-africaine. Une étude alarmante vient d'être publiée à ce sujet. Elle révèle qu'en 2010, 43 meurtres ou tentatives de meurtre et 18 viols ont été commis par des membres des forces de l'ordre de ce pays. Et entre 2008 et 2009, 2134 incidents ont été rapportés au directoire indépendant des plaintes, la police des polices, avec un taux de condamnation de 1,78% seulement. En ce qui concerne notre affaire, le doute persiste. L'inspecteur Ted MacArthur a-t-il ou non tué sa femme afin de vivre avec sa maîtresse ? Les enquêteurs demandent au médecin légiste Henry Lee d'examiner la chambre de Pilar MacArthur afin de déterminer ce qui s'est vraiment passé le jour de sa mort. La première chose qu'il remarque, c'est que les mains de Pilar sont parfaitement propres. On aurait dû retrouver des éclaboussures sur ses mains. Lorsqu'on appuie sur la gâchette, la force produite par le percuteur qui vient frapper l'amorce projette la balle violemment. Et au moment de l'impact, le sang jaillit de part et d'autre, suivant la trajectoire de la balle. Ted déclare également aux enquêteurs qu'afin d'effectuer les gestes de premier secours, il a immédiatement placé le corps de Pilar sur le sol. Mais le docteur Lee remarque quelque chose de suspect. Il y a beaucoup trop de sang sur l'oreiller. Après avoir pesé les dépôts de sang récupérés sur les lieux et fait quelques calculs, nous sommes arrivés à la conclusion suivante. Il est absolument impossible que la victime ait perdu une si grande quantité de sang en seulement quelques secondes. En pesant le sang séché, le docteur Lee établit que Pilar a perdu un tiers de son volume sanguin sur l'oreiller, c'est-à-dire 1000 à 2000 cm3. 2000 cm3 de sang, c'est beaucoup. Surtout suite à une seule blessure par balle. Lorsque vous ouvrez un robinet, le débit d'eau est constant. Là, c'est différent. Dans un premier temps, le sang se met à gicler très rapidement, en raison de la pression exercée par le cœur qui continue de pomper, malgré l'impact de la balle. Le flux diminue ensuite progressivement. Lorsque le cœur s'arrête, le sang continue de se répandre. La quantité de sang retrouvée permet au docteur Lee d'estimer que Pilar est restée sur le lit une quinzaine de minutes avant que Ted la déplace. Ceci discrédite la version de Ted selon laquelle il aurait placé Pilar sur le sol immédiatement après le coup de feu. En quelques secondes, ou même quelques minutes, comment le corps aurait-il pu perdre les 1000 à 2000 cm3 de sang retrouvés sur les draps? C'est impossible. Le docteur Lee consulte ensuite le rapport du policier arrivé sur les lieux dans la minute qui a suivi l'appel d'urgence. Il y est écrit que le sang sur le lit a déjà coagulé. Lorsque le sang coagule, le plasma, qui est transparent, se sépare des globules et des plaquettes de couleur rouge. En observant la tache de sang formée sur le lit lorsque Ted a bougé le corps de sa femme, on distingue facilement le plasma et les globules. Ceci indique clairement que le corps de Pilar a été déplacé après la coagulation. Pour réaliser l'expérience qui va lui permettre d'établir le temps nécessaire à la coagulation, le docteur Lee prélève 500 cm3 de son propre sang. Nous ne pouvions pas utiliser du sang de la Croix-Rouge car il contient un conservateur, le DTA. Nous devions donc prélever du sang frais. Afin de mieux comprendre ce qui s'est réellement passé sur la scène de crime, le docteur Lee prélève 500 cm3 de son sang et observe le processus de coagulation. Il constate qu'à température ambiante,
il faut attendre de 15 à 20 minutes pour que le plasma se dissocie des globules et des plaquettes. Dès lors, une conclusion s'impose. Pilar est morte bien avant l'arrivée des secours. Cette constatation contredit le témoignage de son mari, qui affirme avoir alerté les secours immédiatement après le coup de feu mortel. Si le corps avait été déplacé sur le champ, la tache de sang serait uniforme et il serait impossible de distinguer le plasma. Le corps est donc resté sur le lit pendant la mise en scène du crime. Désormais, on peut en effet parler de mise en scène. Ceci n'est pas suffisant pour prouver que Pilar a été assassinée. Mais le docteur Vincent Di Maio, expert en balistique et médecin légiste en chef du comté de Bexar au Texas, confirme l'hypothèse. La première chose qu'il constate, c'est que la blessure se trouve sur le profil gauche de la victime, alors que Pilar était droitière. Le fait qu'elle se soit servie de sa main gauche ne suffisait évidemment pas à prouver qu'il mentait. Mais ça nous a mis la puce à l'oreille et nous a incité à nous pencher un peu plus sur cette affaire. Le docteur Di Maio relève l'empreinte du canon sur la peau de Pilar, ce qui lui permet de déterminer la position exacte de l'arme. La balle a été tirée à bout portant et grâce à l'empreinte du canon sur la peau de la victime, j'ai pu établir l'orientation exacte de l'arme au moment du coup de feu. En reproduisant la position et l'orientation de l'arme en fonction de la trajectoire suivie par la balle, il fait une découverte intéressante. Laissez-moi vous montrer. Si vous levez le bras de cette façon, en orientant l'arme dans cette direction, il y a un problème. Votre main est tellement tordue que vos tendons sont étirés et qu'il vous est impossible d'appuyer sur la gâchette. Vous pouvez essayer autant que vous voulez, vous n'y arriverez pas. Dans cette position, aucun problème. Mais dans celle-ci, impossible. Cela élimine la thèse de l'accident et celle du suicide, prouvant dans le même temps que quelqu'un d'autre a appuyé sur la gâchette. Or, Ted McArthur est la seule autre personne présente dans la chambre ce matin-là. En fait, l'arme a été placée contre son visage, dans cette position. Et ironiquement, la personne qui nous a réellement permis de résoudre cette affaire et de prouver que c'était bien un homicide, c'est le mari. Grâce à son témoignage et aux conclusions de l'autopsie, son mensonge ne faisait plus aucun doute. Ted McArthur proclame son innocence devant les médias. I faced the death penalty in this case. I was offered a plea early on in this case. I wouldn't plead to making an illegal left turn in connection with this case. I did absolutely nothing wrong. There are enough real homicides in Dade County that occur on a regular basis than to try to take an accidental death for whatever the reasons are and to turn it around and to do this. Les procureurs pensent que c'est l'argent qui a poussé Ted à commettre ce meurtre de sang-froid. Les relevés bancaires du couple révèlent que Ted dépense sans compter pour sa maîtresse. Il n'a pas les moyens d'acheter une maison et une voiture. Il n'aurait jamais acheté de maison, parce qu'il n'en avait pas les moyens. Il n'aurait jamais acheté de voiture non plus, parce qu'il n'en avait pas les moyens. Tout ça lui permettait simplement de faire croire à sa femme qu'il essayait de sauver leur mariage. Et Ted souscrit une assurance vie de près de $250 000 pour sa femme Pilar. 5 semaines avant sa mort. Cela est vraiment suspect. Grâce à cette assurance, Ted touchera près de $470 000 si Pilar meurt accidentellement. Les procureurs pensent que Ted a tué sa femme et maquillé le meurtre en accident pour résoudre ses problèmes d'argent, mettre un terme à son mariage et recommencer une nouvelle vie avec sa maîtresse. Il empoche l'argent, reçoit la compassion de tous et il jouit d'une excellente réputation. Personne n'oserait le mettre en doute. Près de 4 ans après la mort de Pilar,
Ted McArthur est inculpé de meurtre au premier degré. Lors du procès, McArthur apparaît détendu, confiant, et répète que Pilar s'amusait quand elle s'est tiré une balle dans la tête accidentellement. Screaming to her, the gun was loaded, and she was smiling at me, and she said, "No, it's not." And at that point, my feelings are that the gun was coming away from her head, and it discharged. Mais les preuves médico-légales contredisent cette version des faits. Les procureurs pensent que Pilar est endormie sur son côté droit au moment où Ted lui tire une balle dans la tempe gauche. Il retire ensuite les balles qui restent dans le barillet du revolver et les pose sur la table de chevet. Il essuie l'arme pour enlever ses empreintes et se lave les mains pour effacer toute trace de poudre. Pour faire tout cela, il a besoin d'une quinzaine de minutes. Et pendant ce temps, le sang de Pilar coagule. Ted McArthur commet une erreur. Il tire sur le profil gauche de Pilar alors qu'elle est droitière. Il est également incapable d'expliquer pourquoi les mains de sa femme sont propres et pourquoi on ne retrouve pas ses empreintes sur le revolver. Tous ces éléments confirment qu'il a menti. Malgré son expérience d'inspecteur à la brigade criminelle, McArthur est incapable de mettre en scène le meurtre parfait. Ils avaient une explication très détaillée de ce qui s'était passé. Ted ne pouvait plus revenir sur sa version des faits. Elle avait été enregistrée. Il n'avait pas conscience de ce qu'impliquaient ces déclarations. Il ne savait pas que l'empreinte du canon allait le trahir. Le jury déclare Ted McArthur coupable de meurtre au premier degré et le condamne à la réclusion à perpétuité. Sans les médecins légistes, l'affaire n'aurait probablement pas pu être résolue. Les preuves médico-légales ont permis de remettre en question son alibi et sa version des faits. Il pensait pouvoir assassiner sa femme et s'en tirer. Il croyait que les gens le croiraient. Il avait tort. Il a tué sa femme et maintenant on paye le prix. Dans cette sombre affaire, Ted McArthur a multiplié les erreurs et les incohérences. Il a tiré une balle dans la tempe gauche de sa femme, à bout portant. Si cette dernière avait réellement voulu tirer, étant droitière, elle aurait pressé la détente sur la partie droite de son crâne, et les enquêteurs auraient trouvé des traces de poudre sur son visage et du sang sur sa main droite. McArthur a prétendu par ailleurs avoir immédiatement placé le corps de Pilar sur le sol, au pied du lit, dans le but de lui prodiguer les premiers soins. Or, le médecin légiste a constaté que le sang avait eu le temps de se coaguler pendant une quinzaine de minutes, ce qui prouve qu'il y avait mise en scène. Deux éléments étayent la thèse du meurtre. McArthur avait une maîtresse, et il avait souscrit une assurance vie dont il espérait bénéficier si son épouse était décédée à la suite d'un accident mortel. Ces éléments constituant des preuves médico-légales irréfutables, le policier a été inculpé de meurtre au premier degré et condamné à une peine de réclusion à perpétuité. Ainsi, paradoxalement, dans certains cas, l'incompétence des policiers est un bienfait pour la justice et la société. C'est sur cette constatation troublante que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous bientôt sur cette antenne pour un nouvel épisode de vos Enquêtes impossibles.